Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo FAQ où je vais répondre à vos questions que vous m'avez laissées sous ma dernière vidéo, enfin avant-dernière vidéo où je vous disais merci donc suite au passage des 10 000 abonnés sur la chaîne et je vous ai invité à me poser toutes vos questions dans les commentaires. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de questions, mais je me suis dit que c'était pas plus mal parce que d'habitude quand je laisse des petits stickers questions en story sur Instagram, j'ai tellement de questions que c'est impossible pour moi de répondre à tout le monde et j'avoue que c'est quand même assez frustrant. Mais en même temps, je vais pas faire une vidéo de 3 heures quoi. Donc là, je me suis dit que j'allais laisser comme ça. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais au moins je vais pouvoir prendre le temps de répondre à chaque question. Donc j'ai mon ordinateur devant moi, vous ne le voyez pas, mais moi du coup je vais regarder les questions au fur et à mesure pour vous répondre directement. Alors c'est parti, première question, plusieurs questions d'Aurélie. Donc comment te sens-tu après ta perte de poids? Évidemment, je me sens beaucoup mieux. Donc pour ceux qui débarqueraient sur la vidéo et qui ne me connaissent pas, en gros j'ai perdu pas loin de 40 kilos. J'ai commencé, j'étais à 117 kilos, sachant que mon poids maximal, je ne le connais pas. Le poids le plus haut que j'ai vu sur la balance, c'était 123, après j'ai arrêté de me peser. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je pars de très loin. Je vous mets une petite photo ici, parce que je suis assez petite de taille aussi, je fais 1m62. Donc une obésité vraiment massive que j'ai traînée avec moi de longues années, en fait, quasiment toute ma vie. Parce que déjà à mes 18 ans, j'étais aux 3 chiffres, donc toute ma vie j'ai été en forte obésité. C'était devenu mon quotidien, j'étais très mal dans ma peau, mais pour autant je ne savais pas ce que ça faisait d'avoir du poids en moins. Et effectivement, depuis que j'ai perdu du poids, ça me change la vie au quotidien. Je dirais que vraiment ce que je trouve de plus flagrant, c'est dans la vie de tous les jours, dans l'énergie que j'ai en fait, dans les mouvements que je peux faire et dans ma productivité. Vraiment, je bouge plus en fait. Je prends plaisir à sortir marcher, là où avant vraiment je prenais tout le temps la voiture, enfin même 200 mètres, clairement c'était une épreuve vraiment pour moi. Aujourd'hui, j'apprécie bouger, j'apprécie faire du sport aussi et je n'aurais jamais cru que je dirais ça un jour. Franchement, si on m'avait dit il y a quelques années que ça sortirait de ma bouche un jour, je l'aurais jamais cru. Parce que moi de base, je suis vraiment pas sportive, j'ai toujours détesté le sport à l'école, c'était ma hantise, enfin bref. Aujourd'hui, j'aime faire du sport aussi parce que j'ai trouvé un sport qui me plaît. À la maison, je suis plus efficace dans mes tâches ménagères, ça me prend moins de temps, ça me demande moins d'efforts, là où avant j'étais tout le temps essoufflée, je transpirais. Aujourd'hui c'est vrai que ça me fait pas grand chose en fait, enfin j'aime pas trop faire le ménage, certes ça n'a pas changé, mais c'est vrai que ça me demande moins d'efforts au quotidien. Je suis plus dynamique quoi, j'ai tendance à bouger plus facilement, à faire des activités aussi avec mes enfants que je ne pouvais pas faire avant, comme par exemple de l'escalade, du vélo, ça c'est pareil, le vélo, jamais je serais montée sur un vélo avant, enfin j'en ai fait quand j'étais ado en fait, je sais pas à quel poids j'étais, j'ai toujours été en surpoids, mais déjà je me souviens qu'à l'époque ça me faisait très mal aux fesses. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que j'ai une selle adaptée, j'ai pris une grosse selle adaptée à mes fesses, bien comme il faut, mais j'ai plus du tout de douleur aux fesses, même de gêne. C'est quelque chose que j'ai plus, alors que quand j'étais ado, j'ai vraiment ce souvenir du vélo sur lequel je ne voulais pas remonter parce que après une petite balade, je me retrouvais à avoir très mal aux fesses. Enfin voilà, et je pense qu'il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais vous citer en fait dans mon quotidien. Le fait de pouvoir être plus dynamique, de pouvoir plus bouger, de pouvoir faire des mouvements que je ne pouvais pas faire avant, c'est vraiment ce qui me change le plus la vie. Donc clairement de ce côté-là, je me sens beaucoup mieux. Mais c'est pas tout, évidemment au niveau des fringues, ça me change aussi la vie parce que moi je suis une fille un peu coquette. J'ai toujours aimé prendre un peu soin de moi. Enfin, avant, j'ignorais totalement mon corps, genre il faisait pas partie de moi mon corps, c'est-à-dire que j'ai toujours pris soin de mes cheveux, je me suis toujours apprêtée, maquillée et tout, mais sans faire attention à mes habits, enfin j'étais tout le temps en legging et tout, enfin c'était rare que je fasse des efforts. Par contre, je faisais du shopping en me disant quand j'aurai maigri, je veux m'habiller comme ça, et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'armoire pleine de fringues que je peux enfin porter, et ça c'est une joie, je vous raconte pas. Non, vraiment le fait de pouvoir m'habiller comme je veux, mais ça c'est une joie indescriptible quand on a passé toute sa vie à être frustré devant les boutiques de magasins dans lesquels d'ailleurs on se sentait complètement jugé, voire on nous disait il n'y aura pas votre taille ici, en gros vous n'avez rien à faire là, allez voir dans des magasins qui font les grandes tailles, sachant que aujourd'hui j'ai l'impression que ça s'améliore un peu de ce côté-là, mais avant franchement dans les rayons grande taille, les trucs ils étaient trop moches, c'était que des vêtements amples, sombres, mal taillés, pour une jeune fille de 20 ans franchement ça te fout les boules quoi. Enfin voilà, j'ai toujours eu cette frustration de pas pouvoir m'habiller comme je le voulais et c'est vrai que de ce côté là ça change aussi beaucoup.
Et je vois une question juste en dessous, enfin j'en saute une, je reviendrai dessus après. Es-tu fière de ton parcours? Bah ça je dirais que c'est vraiment la troisième chose aussi qui est importante dans ma perte de poids, c'est effectivement la fierté que j'en ressors parce que bah, c'est un rêve en fait que j'ai traîné pendant toute mon adolescence, toute ma jeunesse. Aujourd'hui j'ai 32 ans, bientôt 33 d'ailleurs. Et j'arrive enfin aux objectifs en fait que je m'étais fixé déjà au collège et que j'ai jamais réussi à atteindre en fait pendant de longues années, enfin pendant plus de 10 ans en fait. Et c'est vrai que de ce côté-là, bah, j'en ressors une très très grande fierté qui m'aide aussi à booster la confiance que j'ai de moi-même. Clairement, je pense que j'ai jamais eu autant confiance en moi aujourd'hui. Si je compare avec toute ma vie, enfin toutes ces dernières années où je manquais beaucoup de confiance en moi. Enfin, j'ai beaucoup cheminé en fait au niveau mental, au niveau psychologique. Et je pense que mon parcours perte de poids a beaucoup joué là-dedans. Le fait de voir que bah oui, j'y arrive, oui, j'arrive à faire quelque chose et oui, je suis très très fière de moi. Donc je reviens à la question qu'il y a au-dessus. Quel regard a ton entourage de ta perte de poids? Bah ça va avec la dernière question. As-tu remarqué des changements de comportement depuis ta perte de poids des personnes que tu connaisses? Mais non en fait, pas du tout. Des gens que je connais pas peut-être, enfin le regard dans la rue, dans les magasins de vêtements ou quoi. Mais les gens que je connais, vraiment, il n'y a eu aucun changement, que ce soit du côté des amis, de la famille. Enfin clairement à la maison, ils s'en foutent tous royalement. Ma fille, je sais pas si elle s'en rend compte, elle est petite, elle a 4 ans. Mon fils, il a 11 ans, il a vu que j'ai perdu du poids. Bon, après, il me voit tous les jours, donc ça n'a pas été non plus un changement brutal, surtout que j'ai pris mon temps pour perdre du poids. Mais bah lui, clairement, il me dit en fait que tu sois grosse ou mince, moi je m'en fous, maman, je t'aime comme tu es. Et mon chéri, c'est pareil, en fait, lui, il en a, mais rien à taper du poids d'une femme. Enfin, je peux être mince, je peux être obèse, ça changera pas pour lui, en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans. Du coup, je relis tous les commentaires au passage. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Ah, j'ai trouvé. Martine, pour ma part, j'aimerais savoir si tu as un carnet de suivi quotidien pour tes repas, le suivi de tes activités, etc. En plus de ta montre connectée, je vous mets le lien dans la barre d'infos de la vidéo, et te suivre pendant la stabilisation car c'est une étape presque aussi difficile que le régime rééquilibrage lui-même. Alors là, je pense que là-dessus, tout le monde est unanime sur la question de la stabilisation. C'est quelque chose que vous avez massivement demandé à voir sur ma chaîne à l'avenir. Donc oui, je vais vous partager ma stabilisation, ça va de soi. Donc la question c'était, est-ce que j'ai un carnet de suivi quotidien? En fait, moi j'ai un bullet journal, où il est là. Petit bullet journal un petit peu abîmé parce qu'en fait je travaille mes fiches dessus parce que c'est exactement la même taille et du coup à chaque fois quand je veux travailler de mon canapé, parce que normalement je travaille de mon bureau mais des fois je travaille de mon canapé et du coup bah, j'écris dessus et j'ai le crayon qui dérape sur le carnet. C'est dommage, c'est un beau carnet ça. Bref, complètement hors sujet. Et ça, c'est un petit carnet que je garde toujours, mais c'est pas que pour l'alimentation ou le sport. En fait, j'ai plein de choses dedans. Je le remplis, maintenant je le remplis une fois par mois. C'est vrai qu'il y a une période où je le remplissais tous les jours et tout. Et ça m'a aidé de le remplir tous les jours. Je rentrais mon poids, parce que je me pèse tous les jours. Combien d'heures de sommeil j'avais dormi, le nombre de pas que j'avais fait, l'énergie consommée, donc en gros les calories que j'ai avalées quoi, l'énergie dépensée, donc ce que m'affichait ma montre connectée, l'humeur, les activités que j'ai faites. Enfin j'ai fait ça sous différentes formes, j'ai pas toujours fait la même chose d'ailleurs. Des fois je remplissais un peu comme ceci, voilà, où je mettais par exemple ici c'était mon petit agenda, d'un côté les rendez-vous et d'un autre côté le sport, donc avant je faisais du HIIT, vous voyez. Voilà, objectif reprise en main parce que j'ai aussi eu des phases dans mon parcours où bah, j'ai complètement relâché, genre pendant les vacances, des trucs comme ça, ou quand j'allais pas bien, quand j'étais en burn-out, j'ai eu une phase où j'ai tout relâché mes efforts. Enfin voilà, il y a eu pas mal de... De toute façon, vous avez suivi, hein, il y a tous mes vlogs sur ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours aller voir, je vais tout laisser. Hein. Ça aussi, c'est un truc, je tiens à le dire, c'est que tout mon parcours perte de poids, donc avec ses hauts et ses bas, va rester sur ma chaîne YouTube, même depuis la première vidéo qui est très mal tournée. Tout va rester, voilà. Voilà, donc dessus, je notais mes objectifs, mes petites routines. À un moment donné, j'avais fait aussi un tracker d'habitude. Enfin, en fait, il y a plein de choses, mais c'est vrai que maintenant, je le remplis que une fois par mois. Les petites recettes aussi, je notais dedans. Voilà, ça par exemple, je le note tous les mois. Après, il faut savoir que je le fais aussi sur mon compte Instagram. Donc ça, c'est vraiment juste pour moi où je mets mes mensurations, le poids et tout. Donc là, bon, on voit bien que le prochain que je dois remplir, c'est novembre. Enfin voilà, ce petit bullet journal me suit depuis très longtemps maintenant. Il y a eu une période où je le remplissais tous les jours. Maintenant, je le remplis qu'une fois par mois.
Suivi des repas, bon, par contre j'ai toujours mon organisation pour mes repas, même si des fois j'y échappe, mais en règle générale j'essaie quand même de prévoir mes menus à l'avance, de faire mes courses en fonction, de préparer quelques repas aussi à l'avance, enfin meal prep. Mais après il y a des choses que je mets pas forcément dans ce carnet, il y a aussi des choses que j'écris sur mon téléphone directement parce que mon téléphone je l'ai partout avec moi, donc ça m'arrange aussi. Enfin voilà, mon organisation n'est pas forcément regroupée tout au même endroit. Mais le suivi des activités, ça je fais plus, En fait, des fois, je me fais des petits challenges, marcher 10 000 pas par jour, reprendre le HIIT. Enfin voilà, des fois, je me lance des challenges. Mais maintenant, on va dire que j'ai trouvé un rythme de ce côté-là. Je me mets pas trop de pression pour bouger. C'est juste que, alors il y a deux choses. Déjà, j'essaie de m'activer un petit peu le matin parce que je me rends compte que quand on bouge directement au réveil, bah, ça détermine quand même le reste de la journée. Et après, bah, j'ai la danse. Mon cours de danse, c'est une fois par semaine. Donc voilà, je garde ce rythme-là. Et ça me va très très bien. Je cherche pas forcément à faire plus. Je révise un petit peu la chorégraphie chez moi. Bon là, c'est vrai que je le fais pas parce que je suis en vacances et qu'on a fini la dernière chorégraphie. Mais habituellement, c'est ce que je fais. Donc je bouge quand même un petit peu. Enfin, je marche naturellement plus, je bouge plus chez moi, mais ça se fait tout seul. C'est vrai qu'avant, ça me demandait un effort, fallait que je me challenge. Maintenant, ça se fait quand même plutôt tout seul. Voilà. Bon, après, ça n'empêche que de temps en temps, j'aime bien me challenger quand même. Mais pour l'histoire du carnet de suivi, ça peut vraiment être une aide. Moi, ça m'a aidé à une période. Aujourd'hui, j'en ressens plus le besoin. En tout cas, de le remplir tous les jours. Et voilà, ça dépend en fait. On n'a pas toujours les mêmes besoins au même moment. Bon, bah question suivante, hein, parce que j'ai dit que j'allais prendre mon temps pour répondre aux questions, mais je suis légèrement dans l'abus en fait. Alors, question suivante. Hey, je voudrais savoir comment se sont passées tes études de psychologie. Combien d'années es-tu restée dans ce domaine? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui souhaiteraient se reconvertir là-dedans? Je vais tout faire pour entamer des études de psychologie l'année prochaine, alors tout conseil est bon à prendre. C'est chouette la psychologie. Moi franchement j'avais trop aimé. Donc en gros j'ai une licence de psychologie. Donc pour ça j'ai fait 3 ans d'études. J'ai eu ma licence avec mention, j'étais contente. Et après je suis allée à Bordeaux. Voilà, c'est le moment où je suis descendue sur Bordeaux parce que avant j'habitais en Bretagne, je suis bretonne de base. Bref, vous voyez comment une question peut me faire parler pendant des heures, je vous raconte toute ma vie. Donc je suis allée à Bordeaux en master psychologie, je suis rentrée en M1 psychologie du développement. Donc psycho du développement, en gros tu vois les stades depuis la petite enfance à l'adolescence jusqu'à la personne âgée. J'étais attirée en fait par le travail avec les enfants. Et en fait ce qui s'est passé, donc là je vais en arriver à la recommandation principale que je vais vous faire. Pour ceux qui veulent faire des études de psychologie, c'est de s'y prendre tout de suite pour trouver un stage. Parce qu'alors là, je peux vous dire que j'ai galéré et je n'ai pas eu mon stage. Donc je suis rentrée en psycho du développement à la rentrée. J'ai fait les démarches assez rapidement et j'ai été toquée à toutes les portes. Enfin après j'étais assez limitée parce que je n'étais pas véhiculée à l'époque. Mais c'est pas faute d'avoir vraiment postulé à énormément d'endroits. Je me souviens vraiment de cette période-là parce que c'était hyper frustrant. J'avais beau chercher. Impossible de trouver quelqu'un qui veuille bien de moi en stage. Et en fait, j'avais appris que les étudiants, ils avaient déjà cherché leur stage avant, c'est-à-dire l'année précédente quand ils étaient en L3 pour le master. Moi, j'étais sur Brest, j'étais pas sur Bordeaux. Et puis en plus, faut savoir que sur Bordeaux, c'est quand même plus sélectif, il y a plus de monde. Moi, c'est un peu comme si je venais de la campagne, quoi. Enfin, je savais pas qu'il fallait se speeder comme ça pour chercher quelque chose. Et du coup, ça m'a foutu mon année en l'air parce que sans stage, je pouvais pas valider l'année. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reconvertie avant que ce soit trop tard en psychologie sociale, là où je n'ai rien compris. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis arrivée en cours, je suis pas arrivée au début, mais moi qui aimais beaucoup la psychologie sociale en licence, parce qu'on voyait plein de choses hyper intéressantes, enfin, ça te permet de comprendre un peu comment l'humain fonctionne en société. C'est là qu'on voyait aussi toutes les questions de confiance en soi. Je me souviens, je crois que c'était l'effet Pygmalion à vérifier. Comme quoi, en fait, le simple fait que derrière, il y a une personne qui croit en toi, qui te dit « mais oui, tu vas y arriver, c'est sûr », ça augmente vraiment beaucoup ton potentiel. Donc, tu risques de réussir si quelqu'un croit en toi. Et à l'inverse, si tu as une personne derrière qui te dit « non, mais c'est mort, tu n'y arriveras jamais », là, tu risques de te planter. Donc, voilà, on voyait plein d'effets comme ça qui étaient super intéressants. Enfin, moi, ça m'avait passionnée. Je suis arrivée en M1, donc master première année psychosociale. J'ai rien capté, je me dis mais de quoi on parle? En plus j'étais dans mes années jeunes, enfin
C'était vraiment une période où j'étais en mode légère quoi, je profitais de la vie, je me prenais pas la tête, donc je me suis pas plus pris la tête que ça et j'ai pas fini mon année. Et l'année suivante, je suis partie travailler, voilà. Et entre parenthèses, j'étais auxiliaire de vie scolaire, donc j'accompagnais des élèves en situation de handicap à l'école tout simplement. Bref, donc du coup, voilà pour mes études de psychologie. Je me suis arrêtée à la licence, ça m'a beaucoup plu, franchement ça m'a apporté beaucoup. J'aimais bien aussi la neuropsy, mine de rien, donc tout ce qui est en lien avec le cerveau. J'aimais bien la psychopathologie. D'ailleurs, je me souviens du prof qui, alors ça m'avait marqué, qui disait que on était tous névrosés. Bon, moi j'étais dans une fac plutôt psychanalyste, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses dans la psychologie. Donc c'était beaucoup de Freud à fond, avec l'inconscient. Voilà, enfin après c'est loin, hein, franchement, mes études là de psycho, bah j'y suis allée, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 32, voire bientôt 33 là, donc ça date, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé et c'est pas impossible que je fasse ce master un jour, peut-être en reconversion dans quelques années, pour apporter du plus si jamais mon projet pro, moi, décolle aussi de mon côté avec la naturopathie. C'est pas impossible que je complète mes compétences par la psychologie en allant jusqu'au bout, mais bon. En tout cas aujourd'hui j'ai la licence, rien de plus, et sur le monde du travail ça m'a pas apporté grand chose, hein. Donc mes conseils, aller jusqu'au master, parce que avec une licence ça t'ouvre pas beaucoup de portes, et se dépêcher pour trouver un stage. Et encore je crois avoir compris qu'aujourd'hui c'était vraiment pire, que c'était devenu hyper sélectif et tout, enfin c'est chaud. Moi c'était pas comme ça à l'époque, hein. Je pense que j'ai eu de la chance. Mais bon, après, si ça te plaît, il n'y a pas de raison, t'arrêtes pas à la sélection, franchement, fonce, prends du plaisir, bosse à fond, hein, même chose qu'on te dira pour tout type de formation, en fait, n'attends pas la dernière minute pour travailler. Conseil un peu mal placé, je l'avoue, puisque je faisais toujours tout à la dernière minute. Bref, question suivante. Alors, coucou Hello, comment te sens-tu? Bah écoute, je me sens bien. Alors, comment j'ai trouvé le bon équilibre pour ma perte de poids? Ça, c'est une question assez large, hein. Moi, j'ai commencé avec le comptage calorique. J'avais déjà compté mes calories dans le passé. Je m'étais rendu compte que c'était quand même restrictif pour moi parce que je mangeais pas assez et que j'avais faim. Je m'endormais en fait avec le ventre qui gargouillait, j'avais des migraines parce que je mangeais pas assez. Donc déjà j'avais compris un truc à l'époque qui était l'importance de se faire plaisir tous les jours et de rien supprimer de son alimentation. Donc ça, je pense que déjà dans l'équilibre pour perdre du poids c'est hyper important, de pas diaboliser certains aliments en mode oh, non ça fait grossir, je touche pas, non ça c'est pas bon pour la santé, je n'en prendrai pas. Enfin voilà, ça déjà j'ai pas du tout fonctionné comme ça. Je me fais plaisir vraiment tous les jours. Je ne refuse jamais un truc qui me plaît. Maintenant, c'est sûr qu'il faut trouver quand même un équilibre pour la journée. Et pour ça, le comptage calorique m'a, mine de rien, beaucoup aidé parce que ça me permettait de freiner un petit peu si jamais je débordais un peu ailleurs. Voilà, hein, parce que c'est l'équilibre sur la journée, voire sur la semaine, voire sur le mois qui comptait au final. Il y a des journées où on ne va pas manger beaucoup parce qu'on n'a pas plus faim que ça. Et il y a d'autres journées à l'inverse où on va dévorer parce qu'on a une faim de loup ou parce qu'on est invité quelque part et qu'on a envie de se faire plaisir, qu'on n'a pas envie de résister. Donc je dirais qu'il est là le principal équilibre à trouver, c'est de savoir se faire plaisir mais ne pas être dans l'abus non plus. Bon après, sachant que le corps s'habitue aussi à ce qu'on lui donne, donc c'est assez facile de rentrer dans un cercle vicieux où finalement on va avoir tout le temps faim et tout le temps être attiré par des cochonneries, du sucre et tout. Et à l'inverse, dans le cercle vertueux où en fait ça va, on fait les choses tranquillement sans que ça nous demande plus d'efforts que ça. Donc je pense que le plus important en fait c'est de savoir doser, de savoir s'autoriser des choses, mais tout en freinant quand même un petit peu. C'est-à-dire que ça m'est déjà quand même arrivé de passer devant une envie en me disant écoute Hello, là t'es quand même un peu dans l'abus et ça va te jouer des tours. C'est-à-dire que tu te prends un coca, ok, mais si t'en prends deux, tu sais que le deuxième il va appeler le troisième, qui va appeler le quatrième, ainsi de suite en fait. Donc voilà, je dirais que c'est ça le plus difficile, c'est de trouver un équilibre entre le je me fais plaisir mais j'exagère pas pour pas rentrer dans ce cercle vicieux. Enfin voilà, ça a été un peu ça l'équilibre dans ma perte de poids, en sachant que derrière je fais aussi attention à bouger un peu, hein, j'en ai déjà parlé, mais surtout au sommeil, parce que je me rends compte que quand je suis fatiguée, je suis beaucoup plus faible. Donc surtout dans des périodes de reprise en main ou des périodes où j'ai un peu plus de mal, je vais d'autant plus faire attention à mon sommeil, à me coucher pas trop tard, à éviter le challenge en mode je me lève à 5 h du matin pour être hyper productif. Enfin voilà, j'essaie de trouver un équilibre en fait qui me correspond à moi. Après on n'a pas tous le même équilibre évidemment, c'est propre à chacun. Voilà, je pense avoir répondu pour l'équilibre dans la perte de poids. Je sais pas si c'est vraiment à ça que tu pensais.
Enfin, j'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas, hein, si tu veux des précisions sur quelque chose, tu mets un commentaire, je te répondrai à l'écrit en dessous. Il y a une autre question. Tu te sens mieux dans ton corps après cette perte de poids? Donc, j'y ai déjà répondu en début de vidéo. Alors, Solène, bonsoir Hello. Tout d'abord, bravo pour ce parcours, merci. T'était-il arrivé de stagner pendant un mois? Je suis dans ce cas et ça me rend dingue, tu m'étonnes. Belle soirée à toi. C'est vrai qu'un mois c'est long. Ça m'est déjà arrivé de stagner, alors pas un mois, mais une semaine ou 2 semaines je crois. Non, pas 2 semaines, je crois pas que j'avais tenu 2 semaines avant de faire quelque chose. Mais c'était pas dans mon parcours là de ces 3 années-là, c'était avant. Mais là actuellement, non, ça m'est pas arrivé parce que c'est vrai que des fois j'ai des périodes où mon poids il bouge pas trop. Ou voilà, on peut penser que je suis dans une sorte de stagnation ou de stabilisation. Il n'en est rien, c'est juste que je fais pas forcément ce qu'il faut pour à certaines périodes de ma vie. Pour moi, la stagnation, c'est vraiment une période où tu vas faire les choses correctement, tu vas faire des efforts sur ton alimentation, faire du sport par exemple ou quoi. Et puis tu te rends compte qu'en montant sur la balance, ça ne bouge pas. Donc là, si c'est le cas et que ça ne bouge pas depuis un mois, je comprends ta frustration et ton envie de faire quelque chose. Donc moi, ça m'est pas arrivé. En tout cas, là, actuellement, parce que quand mon poids il bouge pas, c'est pas une stagnation dans le sens où moi je fais ce qu'il faut pour, non, puisque ce sont des périodes où justement je suis un peu en mode je relâche la pression et je retourne un peu dans mes anciens travers côté alimentation et forcément ça a un impact sur la balance et c'est normal, donc c'est pas de la stagnation. Maintenant ça m'est déjà arrivé, donc comme j'ai dit avant. Et pour faire face à ça, alors il y en a certains qui vont se retourner vers le sport, donc soit se mettre au sport s'ils n'en faisaient pas, soit faire un peu plus de sport ou de manière plus intensive pour faire un peu bouger les choses. Et je pense que ça doit quand même avoir un effet positif sur le relancement de la perte de poids. Moi, j'étais pas très sportive en tout cas à ce moment-là, donc je jouais plus sur l'alimentation, c'est-à-dire que pour débloquer tout ça, ce que je faisais, c'est que je relâchais complètement. Enfin, j'étais en mode j'explose tout pendant 3 jours. En fait, je me souviens quand je l'ai fait, c'était une période où ça faisait une semaine, je crois, que mon poids il bougeait pas, alors que j'étais en déficit calorique. Je faisais LSDP à l'époque, ça me rendait dingue. Déjà une semaine, j'étais devenue folle. Et c'est exactement dans cette période-là, c'était bien tombé, hein, qu'on avait avec une bande d'amis prévu d'aller dans c'était une grande villa dans le sud avec piscine et tout. Enfin, on était parti se faire un week-end de 3 jours pour passer du bon temps en fait. Et du coup j'en ai profité, je me suis dit bon voilà, j'ai 3 jours où je vais pouvoir me faire plaisir à fond, on va pas se prendre la tête avec l'alimentation, on va se faire plaisir à gogo, ce sera autant de soda que je veux, je vais manger que des choses que j'aime, je vais pas du tout faire attention aux quantités, et puis là on monte vite, hein, on peut vite être à 4000 calories dans la journée, hein, voire plus. Donc forcément ça a un impact parce que tu reprends du poids, c'est normal. Mais le fait justement de manger plus dans cette période-là, je pense que ça avait en quelque sorte rassuré mon corps. Parce qu'à ce moment-là, en fait, quand je faisais LSDP, j'étais vraiment dans la restriction, je crevais la dalle. Et je pense qu'à un moment donné, mon corps, il en a eu ras-le-bol et il a dit stop. Et quand je l'ai rassuré, que j'ai mangé, j'ai repris, je crois que j'avais repris 1 kilo. Donc en 3 jours ça va quoi, et je l'avais reperdu genre en 2 jours en fait, et ça avait relancé la perte derrière. Tous les jours je reperdais 200-300 grammes, mais j'étais super contente, donc sur moi ça avait bien marché. Voilà, petite astuce, sait-on jamais, après c'est pas parce que ça marche sur moi que ça marchera forcément sur vous, mais qui sait. Alors, question de Farine Nathalie, coucou, comment faire pour suivre une formation, ça m'intéresse. Alors donc moi actuellement je fais une formation en naturopathie. C'est une formation de 3 ans. Comment faire pour suivre une formation? En s'inscrivant. Faut déjà, je pense, trouver l'organisme qui te correspond. Moi, mon organisme, je l'ai choisi donc selon mes propres critères. Donc mes critères, c'était déjà j'avais mon projet professionnel, donc il fallait que les modules collent plus ou moins à mon projet professionnel, parce que la naturopathie, ça regroupe plusieurs choses, et je voulais notamment avoir un module bien garni en fait dans la nutrition surtout. Donc déjà j'ai regardé le contenu de la formation. Ensuite, j'ai regardé si l'école était reconnue, hein, parce que comme vous le savez, la naturopathie, c'est pas enseigné dans les facs, c'est pas reconnu au niveau de l'État. Donc il n'y a pas de diplôme, il y a des certifications et il y a des syndicats donc qui regroupent les écoles, qui défendent un petit peu la légitimité de certaines écoles devant d'autres, parce que c'est vrai que c'est un milieu où on retrouve tout et n'importe quoi. Il y a des écoles où ce sont vraiment de très bons professionnels qui forment, et il y a des écoles où c'est du sérieux, il y a des écoles où c'est n'importe quoi. Enfin, clairement, moi quand j'avais fait mes recherches, j'avais trouvé des formations genre
à 100 €, c'était des petits modules de rien du tout, c'était du charabia, enfin ça m'inspirait vraiment pas confiance et en plus je trouve que ça donne une mauvaise réputation au métier, ce qui est fort dommage. Donc déjà, il faut faire attention au sérieux de l'école, au contenu évidemment, donc voir si ça colle avec toi, tes objectifs, tes ambitions professionnelles. Ensuite, autre critère que moi j'avais évidemment, c'était le prix. Ça, c'est une question qu'on me demande souvent. Est-ce que ta formation est financée? Non, j'avais essayé de faire des démarches auprès de Pôle emploi notamment pour avoir une aide et je n'ai pas pu prétendre à une aide pour me former en fait, donc j'ai payé tout de ma poche. D'ailleurs, je suis contente, je suis sur la fin. Là, il me reste 1 mois, je crois, à payer, donc... Enfin voilà, j'avais mis quand même du temps à comparer, à faire des recherches pour trouver l'école qu'il me fallait. Et puis après, j'ai fait les démarches tout simplement, dossier d'inscription, voilà. Et voilà, je vois une dernière question. Donc bonjour Hello, comptez-vous toujours les calories? Je suis avec LSDP, mais les week-ends, c'est la cata. Ça, c'est pas rassurant du tout. Bon, alors déjà, est-ce que je compte toujours les calories? Comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, en fait, j'ai repris le comptage calorique là, il y a quelques jours à peine, pour me remettre un cadre. Je pense qu'on est tous différents par rapport à ça. Selon le rapport en fait qu'on a à l'alimentation, c'est pas forcément quelque chose qui est à conseiller, notamment chez les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, parce que ça peut aggraver les TCA. Mais ça peut aussi avoir un effet positif, enfin, vraiment ça dépend des gens. Moi je sais que ça me cadre, au contraire ça me canalise, ça me fait du bien. Parce que ça a aussi un côté rassurant quoi, de savoir où on en est dans la journée. Enfin moi c'est vraiment un cadre qui a un effet très positif sur moi, mais j'ai aussi eu des échos de personnes, déjà de personnes qui ne supportent pas le comptage de calories parce que c'est prise de tête, parce que peser ses aliments c'est chiant. Et oui, je vous comprends tout à fait. Alors moi c'est vrai qu'au début en fait quand j'ai commencé le comptage calorique, je l'ai plus pris comme un jeu en fait, parce que les applications de comptage calorique finalement elles ont un côté assez ludique et puis on apprend, hein, on est dans l'apprentissage. Au début on se dit ah ouais ça c'est très calorique, ah mais ça c'est tout, ah mais voilà là je peux me faire plaisir sans exploser les calories donc je vais pas grossir. Enfin voilà, ça fait un petit côté ludique quand même au début. À la longue, ça commence à devenir casse-tête. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend quand on compte ses calories, mine de rien, avec certaines applications. Moi, j'utilise Yazio maintenant. Et d'ailleurs, j'ai pas que les calories. Bon, après, je contrôle pas tout, hein, mais je regarde quand même, je jette un coup d'œil aux autres données. Et ça me permet aussi d'apprendre. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Bon alors attention, faut pas non plus réduire l'alimentation à des calories. Hein. L'alimentation, c'est pas juste des calories. Mais en tout cas, il y a un fait qui est là pour nous qui cherchons à perdre du poids. Pour perdre du poids, faut être en déficit calorique. On va pas se mentir, c'est comme ça. C'est pas non plus le seul facteur parce qu'évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Mais c'est quand même le facteur central, j'ai envie de dire. Et du coup, le comptage calorique, forcément, il aide. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu du poids juste en comptant leurs calories. Maintenant, attention, ça peut aussi avoir un effet pervers parce que ça peut vite devenir obsessionnel. En fait, faut pas trop non plus prendre la tête en mode ok, genre j'ai dépassé d'1 calorie, c'est la fin du monde, tout peser au gramme près. Moi, je sais que j'utilise des petits bols en noix de coco là que j'adore et en fait, je les remplis. Je vois que voilà, ça me fait 200 grammes de riz. J'utilise, c'est ma portion, hein, donc en fait, j'utilise toujours cela quand je prends du riz avec un plat en sauce par exemple. Puis de toute façon, avec l'habitude, on arrive à voir en fait les quantités dans son assiette. Si elles changent pas trop, c'est un peu toujours la même chose. Donc ça apporte quand même pas mal de positifs de compter ses calories. Donc moi, je les ai comptées au début, j'ai arrêté, puis j'ai repris là il y a pas très longtemps. J'ai pas l'intention de compter mes calories toute ma vie, mais c'est vrai que pour moi, c'est une aide. Par contre, voilà, quand tu dis les week-ends, c'est la cata, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font une erreur, je dirais, c'est de se restreindre toute la semaine en mode ok, la semaine c'est rééquilibrage à fond, pas le droit à l'écart, je fais les choses bien, je suis carrée et tout. Et puis le week-end, c'est relâche parce qu'il y a des occasions, il y a la famille, il y a les amis. Et puis parce qu'on s'est restreint toute la semaine, donc on a bien le droit de se faire plaisir aussi. Oui, mais en fait, le plaisir, c'est pas réservé qu'au week-end. Vous pouvez aussi très bien vous faire plaisir un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi. Bon après je dis ça, je connais pas ton histoire non plus, ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque, enfin voilà, je lis une phrase, je sais pas non plus ce que ça induit derrière, mais en tout cas je voulais juste vous mettre en garde par rapport à ça, de pas rentrer dans un système où toute la semaine on fait attention et puis le week-end on se lâche. Déjà au niveau de la perte de poids ça va pas marcher. Et puis ça risque d'être difficile et même ça risque de créer des TCA en fait. Parce que du coup tu vas alterner des périodes restriction et des périodes lâchage. Voilà, donc c'est peut-être pas du tout le cas, hein. Je dis pas que c'est le cas pour toi. Mais en tout cas moi c'est à ça que ça m'a fait penser. Et voilà, ça fait une sacrée longue vidéo, hein. Hello, toujours en train de bavarder, hein. Finalement, heureusement que je vous ai pas invité à poser vos questions sur Instagram parce que je n'aurais même pas pu répondre.
Faudrait vraiment que j'essaie d'aller droit au but parfois. C'est vrai que je parle trop quoi, mais arrêtez-moi vous aussi là. Bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais je vous répondrai par écrit cette fois-ci. Et je vous retrouve dimanche prochain dans le prochain vlog. The future is now.